Bonjour à toutes et tous pour ce midi de l'IREMO qui intervient dans une actualité très chaude. Alors, je commencerai par dire que c'est une drôle de matinée pour Elias, parce qu'il a commencé sa matinée, en tout cas à ma connaissance, avec Léa Salamé, qui lui a demandé en substance pourquoi les Palestiniens ne voulaient pas mourir. Et moi, je vais l'interviewer pour savoir pourquoi ils veulent vivre et comment ils vont faire. Donc il y a une certaine discontinuité. La continuité sera, je pense, dans les réponses d'Elias. Donc le 28 janvier dernier, comme vous le savez, Benjamin Netanyahou a présenté son plan, accompagné de Donald Trump, qui était visiblement pas très au courant du détail, mais enfin Netanyahou, lui, savait exactement de quoi il s'agissait. Non pas un plan de paix, évidemment, mais un plan de liquidation de la question palestinienne. Car ce qui le caractérise, c'est son caractère complètement unilatéral. À Israël, il donne tout, c'est-à-dire l'annexion de la vallée du Jourdain et des colonies, y compris les avant-postes, les outposts, qui sont considérés comme illégaux du point de vue du droit israélien. Et même, ça a été peu relevé, la préparation d'un transfert, comme on dit en bon hébreu, de 300 000 Palestiniens d'Israël qui vivent dans le triangle, lequel triangle serait rattaché à un éventuel État palestinien par un changement de frontière. Donc c'est une nouveauté, c'est le transfert sans mouvement physique, avec un mouvement administratif. Aux Palestiniens, le plan promet un pseudo-État démilitarisé sur vérification faite avec René Bachmann, ici présent, moins de la moitié de la Cisjordanie, en réalité. 20%. Voilà, ça fera 20%. 20% de 20. Voilà. Avec la bande de Gaza, augmentée de 2 mini-enclaves prises dans le désert du Negev. Donc là, les Palestiniens vont pouvoir faire fleurir le désert, en l'occurrence, sans autre continuité que des ponts et des tunnels, et aucune souveraineté sur les lieux saints. La capitale, entre guillemets, de ce pseudo-État serait dans la banlieue à l'est de Jérusalem. Et ces Bantoustans n'auraient évidemment aucun contrôle ni sur les frontières, ni sur l'espace aérien, ni sur l'espace maritime. Et ce mirage prendrait corps, s'il prend corps, dans 4 ans seulement, alors que tout ce qui est promis aux Israéliens, c'est pour tout de suite, à condition que les Palestiniens abandonnent le droit au retour des réfugiés, reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël, arrêtent toute subvention aux familles de prisonniers et désarment le Hamas. Une broutille. Bref, en clair, c'est l'enterrement de la solution à 2 États et de toutes les résolutions des Nations Unies, sans exception, depuis 1947, quand on les prend une par une. C'est un véritable coup de force contre la communauté internationale. Et la question, au fond, que je veux poser à Elias, c'est: a-t-il des chances de réussir? Et sur quels obstacles pourrait-il buter? Je dirais même, au-delà de la conjoncture immédiate, quelle est la place de cette affaire, de ce plan, dans la longue histoire du conflit? Alors, Elias est évidemment très bien placé pour répondre à ces questions. Je rappelle qu'il est historien, qu'il est écrivain, qu'il est poète, qu'il est aussi ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, qu'il a écrit moult livres. Je rappelle au passage Figure du Palestinien, Identité des origines, Identité de devenir. Je rappelle aussi le Dictionnaire amoureux de la Palestine. Je rappelle, avec le regretté Stéphane Hessel, un livre qui s'appelait Le rescapé et l'exilé. Mais si on a invité Elias, c'est surtout que c'est aujourd'hui une
des grandes voies, des voies puissantes de la Palestine, et je dirais grosso modo depuis son arrivée à Paris à la fin des années 60. 69. 69, oui. Ben, fin des années 60. On est d'accord. Voilà. Fin. Voilà, donc Elias connaît la règle du jeu, il a une demi-heure, disons, pour introduire la rencontre, après quoi vous aurez tout loisir de l'interroger, de le critiquer, de l'approuver, comme vous voudrez. Voilà, Elias, c'est à toi. Merci Dominique, bonjour, merci d'être là et de m'avoir invité. Je vais un peu reprendre les questions que tu as posées, et bien entendu, s'il y a des aspects que je ne soulèverai pas, l'échange pourra permettre de les aborder. Est-ce que ce plan a des chances de réussite? Le problème n'est pas là. Je ne crois pas qu'il réussira. La question à se poser, c'est quelle est l'ampleur des destructions que ce plan peut causer sans pour autant réussir. Et il y a une situation quand même dangereuse et grave. Et ce plan, vous avez toujours tous, je suppose, regardé un peu les détails. Ce plan est fait de briques et de brocs, il n'y a pas d'autre terme. Hein. Et avec un gendre de Trump qui a été pioché par-ci, par-là, dans les 30 ans de négociations. Par exemple, la formule de la capitale est prise à Yossi Beilin, qui était à un moment un des chantres de la paix. Hein, parce que l'idée que si vous tenez à tout prix à ce que votre capitale soit Jérusalem-Est, c'était Beilin qui disait ça. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre n'importe quelle ville de Palestine et de l'appeler Jérusalem-Est et vous pourrez dire que notre capitale est à Jérusalem-Est. Et les Beilin, ils l'ont reprise. Bref, ils ont pioché à gauche et à droite, c'est très très clair, et avec vraiment une démarche d'agents immobiliers qui essayent de fourguer des habitations absolument inhabitables. On sait d'ailleurs que ce monsieur Gendre a une grande expérience dans ce type de trafic, puisque c'est lui qui a fourgué le plus grand nombre d'habitations insalubres au noir de Louisiane après les problèmes de la dévastation faite par les cyclones et les inondations. Il est spécialisé dans ça, c'est une spécialisation, et il l'a appliqué à ce plan. Bref, le plan il manque deux choses fondamentales dans ce projet. Il fait 120 pages dans le fascicule, absolument indigeste. Il manque deux choses, la continuité territoriale, comme vous pouvez le penser, et le contrôle des frontières. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de souveraineté sans continuité territoriale et contrôle des frontières. En échange de cela, les Palestiniens vont avoir 17 ponts et tunnels. Donc quand même, on va peut-être perdre notre espoir d'indépendance, mais on gagnera le record du tunnel le plus long de la planète, puisqu'il est prévu qu'il y ait un tunnel de 100 km. Donc vous pourrez aller à Paris-Chartres, sous-sol, pour arriver de partir d'Hébron et arriver à Gaza. Ça va être vraiment le tunnel le plus... Bref, en tout cas, c'est du n'importe quoi. La question n'est pas d'attaquer le contenu, parce que le contenu, et c'est une des choses qui sont inquiétantes, vous savez, il y a à l'UNESCO 195 pays. C'est la planète. J'en ai pas vu un seul qui pense que ce plan est crédible ou sérieux. Mais j'en ai pas vu un seul qui ose le dire en public. Ce qu'il faut retenir, c'est cela, c'est cette lâcheté générale et cette complaisance générale. Là, c'est là qu'on voit un peu ce que j'appelais les effets destructeurs. Dans la question, précisément, de la réaction. Il ne s'agit pas simplement de savoir si le plan est bon, on peut le descendre en 10 minutes. C'est, est-ce qu'il y aura une réaction face à cette chose ignoble ? Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième, je pense, qui est très importante, il y a un jeu américain qui consiste à dire, jusqu'à présent, Israël est dans l'impunité absolue. Israël fait, en tout cas, vous savez, il n'y a rien de nouveau dans le plan qu'Israël ne soit pas déjà en train de faire. Les colonies sont déjà là, le vol des terres est déjà là, l'établissement des frontières est déjà là, tout est là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette histoire? Et d'ailleurs, qui est très très étrange, qui est de rendre légal le pillage. Mais c'est, là encore, une arme à double tranchant, mais personne n'ose le dire, parce que si vous voulez en douce
et que personne n'ose vous dire que vous êtes un voleur, ça passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous dites « je suis un voleur légal », on peut vous dire « vous êtes peut-être légal, mais vous êtes un voleur ». Donc il n'y a pas intérêt à légaliser. Mais tout cela vous donne une idée de cette espèce de morgue dans laquelle nous sommes entrés et qui ne prend pas beaucoup qui n'a pas beaucoup de soucis de voir si c'est crédible, pas crédible, si ça passe ou ça passe pas. C'est une morgue imposée. Imposée avec des gens complètement incultes, mais là encore, il ne faut pas dire qu'ils sont incultes parce que ça pourrait être presque une excuse en disant les pauvres Trump et sa famille ne comprennent rien. C'est pas vrai. C'est de la saloperie. J'utilise le mot de façon très très consciente. C'est un travail de salaud, exactement comme lorsque Sartre parlait de Franco. C'est un travail de salaud. Cette réunion dans laquelle le plan a été divulgué ressemblait à une réunion mafieuse. Je me suis amusé à compter les clins d'œil que Trump faisait à la salle. C'est vraiment une réunion mafieuse. C'est une bande installée qui est en train de voler et d'applaudir à chaque annonce d'un vol. La troisième chose qu'il faut voir, et la description est très grave. Je fais juste un petit détour. Nous n'avons pas suffisamment apprécié la panique des despotismes arabes face au printemps. La région tout entière vit une reprise en main sanglante de ce sursaut démocratique qu'il y a eu chez les peuples arabes. Nous avons beaucoup parlé, beaucoup analysé, beaucoup applaudi, eu beaucoup d'espoir. Je crois que nous n'avons pas du tout réalisé la panique que ce mouvement démocratique avait semée au sein de ces régimes, et nous sommes en train d'assister à cette reprise en main extrêmement sanguinaire, il n'y a pas d'autre terme, barbare, qui fait que dans l'environnement, dans l'espace qui entoure la Palestine, vous avez une série de massacres à très grande échelle, des centaines de milliers de morts, centaines de milliers, c'est pas en très peu de temps, et des déplacements de population. Cela banalise. Ça veut pas, tout ce qu'ils disent, la Palestine est sortie de scène, etc., c'est pas sérieux. Il n'est pas sorti de scène, parce qu'il est à sa place. Tout simplement pour cette réalité évidente. Elle est à sa place, elle n'est pas sortie de scène. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les territoires et les pays qui l'entourent, les sociétés qui l'entourent, sont en état de sidération. Et je voudrais dire une chose qui me tient beaucoup, je le dis depuis des années. Beaucoup de gens nous disent « Oui, les Arabes vous ont lâché, etc. » J'ai presque envie de dire « Nous les avons lâchés ». Les Arabes, pendant des années, je leur dis, les Arabes, c'est mes frères, je ne parle pas des régimes, vous l'avez certainement deviné, se sont tous portés comme un seul homme vers la Palestine. Dans ces drames que nous vivons, nous ne nous sommes pas portés chez eux. Aujourd'hui, la vraie question, la seule qui compte, n'est pas est-ce que les Arabes vous lâchent, c'est est-ce que vous avez lâché vos frères. Je sais qu'on n'a pas les moyens, je sais qu'on est faible, je sais qu'on est occupé, je sais tout cela. Mais ce qui s'est passé n'est pas possible. N'est pas possible. Les sociétés arabes se sont déplacées vers la Palestine pour beaucoup moins que ça. Et c'est vrai l'occupation, c'est vrai l'éparpillement, mais c'est une très mauvaise excuse. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, il y a une situation de choc. Et les sociétés sont abasourdies. C'est pas, voilà, la Palestine est source principale d'intérêt. Ah non, source secondaire, c'est de la blague, ça, c'est du discours qui veut rien dire. Aujourd'hui, il y a une situation qui fait que les sociétés arabes sont toutes prises dans des bains de sang, ou actuelles ou à venir. Et là, il y a un point très grave sur lequel se fonde ce plan. Ce plan, ceux qui ont un peu élaboré ces textes et fait ces propositions, savent, pas parce qu'il y a des régimes arabes qui ont l'oreille très très tendue vers ce que dit Washington. Ça ne changerait rien s'il y avait le mouvement des sociétés. Mais ceux qui ont fait ce plan savent que les sociétés sont prises dans des drames absolus.
Ça n'a rien changé à leurs sentiments, ça n'a rien changé à leur perception de qui est leur adversaire et qui n'est pas leur adversaire. Mais ces sociétés sont dans des situations très compliquées. C'est un des effets, et c'est un des points, à mon avis, sur lesquels se base ce plan. Il y a une autre... Bon, sortons un peu du monde arabe et de tous ces quelques régimes qui ont l'illusion que ça va, que Israël... C'est hallucinant, c'est du délire. Vous avez aujourd'hui des forces de pouvoir dans le monde arabe qui pensent que si l'Iran devenait menaçant, Israël enverrait son armée attaquer l'Iran pour les sauver. Ils n'ont rien compris. D'ailleurs, les Israéliens passent leur temps à leur dire « Nous ne nous battrons pas à votre place ». C'est tout le temps dit, hein, mais bon, ils ne veulent pas entendre cela, ils pensent qu'on va les aider. Bref. Mais il y a autre chose aussi. Face à cette impunité israélienne, il y a une impunité que tout le monde admet avec complaisance, avec complicité, mais en tout cas personne ne me parle. La totalité des pays vous disent ce plan est nul. J'en ai pas entendu un qui le dise publiquement. Et quand certains l'ont dit, les coups arrivent. Le mot pression n'a plus de sens, c'est les menaces. Ce qui s'est passé avec le président tunisien qui, je l'ai vu de mes yeux, hein, passe à la télé, dit « Il ne s'agit pas d'une normalisation, cela s'appelle une trahison », je cite. 2 jours plus tard, on l'oblige à rappeler son ambassadeur, parce que l'ambassadeur était un peu le pays membre qui allait présenter... L'ambassadeur à l'ONU. À l'ONU, pardon. De ce projet de résolution palestinien qui était une condamnation. Et encore une condamnation. Mon Dieu, mais nous avons la plus grande bibliothèque au monde de condamnation de l'ONU. Et tout d'un coup, même cela n'est plus possible. Donc, il y a ça aussi. Il y a la lâcheté du monde, la connivence. Et on entend parfois des diplomates vous dire « Ah, tu sais, pourquoi on ne fait rien? Ah bon, pourquoi vous ne faites rien ?» Parce que tu sais, maintenant on ne fait rien parce qu'au moment crucial, on va peser. C'est des citations, hein. Ça vous donne une idée de l'impuissance, ça vous donne une idée du fait qu'un voyou qui est à la tête des États-Unis peut dicter ses décisions. J'emploie exprès les termes de voyou, etc. Je pense que c'est un vol en bande organisée. C'est un casse. Il n'y a pas d'autre terme, c'est un casse. Bon. Avec des contradictions internes par milliers, en tout cas quand on fait un plan en piochant à gauche et à droite. Bon. Maintenant, par rapport à la Palestine, il y a une donnée qui est très très difficile à effacer, qui est têtue, qui est obstinée. Tous ces projets, qui peuvent être dangereux, qui peuvent faire passer les Palestiniens par des moments très très difficiles, ne peuvent pas aboutir tant que la terre que ces projets convoitent n'est pas vide. Depuis le début, depuis le premier jour, cette terre, pour être transformée en ce qu'on lui réserve, doit être vide de Palestiniens. Aucun schéma ne fonctionne tant qu'ils sont là. En 1948, une première tentative a eu lieu et qui a très largement réussi, l'expulsion. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de Palestiniens, 40% sont sur le territoire historique de la Palestine, 60% sont dans les exils, mais le problème, c'est que ces 40% font à peu près un peu plus de 5 millions, et surtout, ils ont compris une chose: quand on s'en va, on ne revient pas. Donc, l'illusion qu'avaient eu nos parents en partant, en disant c'est 2 semaines, 3 semaines, on rentre, ne marche plus. Si en 1948, on avait dit à nos parents, si tu pars, tu vas mourir dans 50 ans, 60 ans ailleurs, ils se seraient fait massacrer sur place. Ils ne seraient pas partis. Et ce qui est devenu aujourd'hui par une sorte de relecture de l'histoire fausse. La clé, vous savez, tout le temps maintenant, les gens ne sont pas partis en se disant on va être exilés pendant 70 ans, mais on aura la clé. Les gens sont partis en disant je reviens dans quelques jours et j'ouvre la porte. C'est tout. C'est un geste banal de vie quotidienne. Donc là, il y a un nœud qui est là.
qui sait qu'il ne faut pas qu'il bouge, qui endure beaucoup, on pourra le faire passer peut-être par une situation infernale, mais il ne partira pas. Il est là, il a compris. Alors tous ces projets ne marchent pas, s'il n'y a pas d'expulsion. Alors quelles vont être? Est-ce qu'il va y avoir des méthodes de transfert en douce, de type économique? Peut-être. Mais de là à faire vider le lieu pour le rendre apte à la transformation qu'on lui réserve, ça ne l'ira pas. C'est pour cela que ça ne va pas marcher, pas parce qu'il y a une opposition planétaire, il y a des critiques partout, tout le monde parle de la bêtise du gendre, de la folie du président américain, mais en réalité, le nœud, c'est ces gens qui sont là, c'est-à-dire les Palestiniens sont sur place. La deuxième chose qu'il faut voir, comme pour le record du tunnel, nous avons un autre record très triste qui est, si on pense que, et c'est vrai, ça a commencé un peu plus tôt, mais on va dire que les affrontements commencent en 1917 avec la proclamation de la déclaration Balfour. Nous sommes dans un conflit qui a 103 ans. C'est un record très triste. Mais il n'empêche qu'en 103 ans, ce petit peuple pauvre, de démographie très très réduite, est toujours là. Donc il y a eu quand même quelque chose qui a marché. Et il faut le dire dans des moments difficiles comme cela. Nous n'avons pas disparu. Alors qu'on a subi des Nakba, on a subi beaucoup de choses. Mais c'est aussi cette longévité du conflit nous permet d'énoncer une autre règle, une sorte d'équation. C'est une équation avec deux constituantes. Aucune n'est soluble sans l'autre. Ils sont deux, il n'y en a pas trois. Aucun plan ne marchera s'il ne répond qu'aux besoins d'Israël. Aucun plan ne marchera s'il ne répond qu'aux aspirations palestiniennes. Il faut un concept ou une forme qui permette précisément d'associer ces deux éléments de l'équation. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a eu sur la table fonctionne sur une des parties. Donc ça va rester ouvert. Quels que soient même si demain quelqu'un arrivait avec une formule de génie qui n'est pas comme ce brouillon de Trump, ça ne marcherait pas si ça ne prend pas en compte les deux aspects. Et il y a aussi une chose que je tiens à dire, qui est difficile à admettre. On va dire, Israël annoncera l'annexion, ou bien Israël n'annoncera pas. C'est juste comme des hypothèses. Je ne suis pas en train de faire de la prédiction. Si Israël n'annonce pas, le statut actuel va perdurer. Annexion rampante, colonies de plus en plus nombreuses, violation du droit, impunité. Très bien. Si j'étais israélien, enfin responsable israélien, c'est ce que je ferais, je ne m'encombrerais pas d'une crise liée à une annexion officielle. Parce que ça ouvrira d'autres portes. Mais heureusement, je ne suis pas dirigeant israélien. Mais c'est possible qu'il ne fasse rien. Je me trompe peut-être, mais le fait que les Américains ont beaucoup dit à Netanyahou, non, tu n'annonces pas... L'autre voulait annoncer le lendemain, l'annexion. On va attendre la fin des élections. Ils commencent peut-être à comprendre que l'annonce de l'annexion, c'est le clash. C'est de nouveau les affrontements, et c'est ce que craignent tous les services militaires israéliens. Tous. Maintenant, il y a l'autre possibilité. Tout comme Trump a fait cette invention parce qu'il pense que ça va le porter à nouveau à la Maison-Blanche, que Netanyahou pense que ça va lui donner de nouveau un poste de Premier ministre, il va peut-être y avoir une annexion. Je doute que le monde aille au-delà des regrets. Ça n'aide pas, je doute qu'il y ait des sanctions, et quand j'entends des gens à Bruxelles se moquer de nous, en nous disant, vous savez, s'il annexe, on va tous reconnaître la Palestine, j'ai presque envie d'avoir un fou rire, mais un fou rire très triste. Les Européens se sont déjà blindés contre la question de la reconnaissance, puisqu'ils ont dit, dans un formidable élan d'unité, nous ne reconnaîtrons que tous ensemble. Oh, je peux déjà vous garantir que la Pologne, les Tchèques, etc., les Hongrois ne reconnaîtront pas. C'est déjà là, il n'y aura pas d'ensemble.
Donc, s'ils annexent la société de l'intérieur, va passer à un combat de type droit civique à la façon de l'apartheid en Afrique du Sud. Et au bout d'un certain temps, tout comme pour l'apartheid, il y aura une mutation très, très, très importante dans la société israélienne, puisqu'Israël ne sera plus l'État des Juifs, mais un État avec deux constituantes nationales. Et ça, tous les apartheids se terminent comme cela, dans le sang et la douleur, bien sûr. Ça ne se fait pas à l'amiable. Et ça sera une victoire d'avoir arraché les droits civiques. Vous voulez tout, très bien, vous nous prenez avec, on est là. Mais il y a quand même un côté paradoxal terrible dans cette victoire. C'est pour ça que c'est très compliqué de décider. Supposez que les 40% obtiennent les droits civiques. À la seconde où ils l'obtiendront, les 60% de l'extérieur passeront à la trappe. Les réfugiés, qu'est-ce qu'ils vont réclamer? Un droit de vote en Israël, en étant à Amman ou à Bagdad ou je ne sais où? Ça veut dire, et la politique est très souvent dans cette complexité, hein, une victoire dedans signifierait la fin de l'extérieur. Or, quand même, bon, sans faire de la compétition qui serait tout à fait indécente, c'est quand même l'extérieur qui a ramené la question de dehors vers le dedans. Quand même, le mouvement est parti des camps, c'est un mouvement de réfugiés au départ, qui se retrouverait sans rien. Donc vous voyez, ce n'est pas simple. C'est pour cela que, par rapport à une... Et ce miroir aux alouettes a beaucoup, beaucoup de résonance chez nos frères de l'intérieur. Ils ne réalisent pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va accompagner une telle victoire? Là, très bien, on les a eus, ils veulent, très bien, on va avoir nos droits, et on va voir, et une génération ou deux, on sera à 50-60% des députés de la Knesset. Très bien. D'ailleurs, vous avez pas une alliance, mais une espèce d'écho extrêmement contradictoire. Dans ces deux... vous avez des Palestiniens qui ne veulent pas de l'annexion pour le droit palestinien, et vous avez des pacifistes, entre guillemets, israéliens qui ne veulent pas de l'annexion, non pas parce que l'annexion n'est pas une bonne chose, mais pour ne pas perdre le caractère juif d'Israël. Pendant des années, un immense écrivain, Amos Oz, disait « Aidez-nous à divorcer », c'était pas du tout par compassion pour les occuper, c'était « il faut sauver le caractère de l'État ». Il faut sauver le caractère de l'État. Donc, tout cela est sur la table aujourd'hui. Et tout cela fait partie des enjeux fondamentaux. Fondamentaux. Il y a un dernier point, je crois, qu'il faudrait également aborder. On entre dans une épreuve de force. On va entrer dans une période très difficile. Il ne faut pas, ça n'a jamais marché, que l'argument du type, comme nous entrons dans un bras de fer terrible avec l'occupant, nous ne prendrons pas en considération les critiques internes sur le fonctionnement de nos institutions. Si cela ne va pas de pair, on sera battu. Vous ne pouvez pas aller à un combat comme celui-là avec une population qui pense que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'assumez pas votre rôle, que vous ne défendez pas vos droits, et ainsi de suite. Et ça, c'est un élément qui n'est pas apparent. Beaucoup de Palestiniens le disent dans les conversations, mais je pense que si on ne l'aborde pas aussi en même temps, on va à une épreuve très, très, très négative pour nous. Il faut aborder les deux. La question interne, la question de l'intérieur, la question de l'extérieur. C'est compliqué, c'est pas simple. Le rapport des forces n'est pas donné en ce moment, mais il y a un monsieur qu'on a beaucoup cité quand on avait 20 ans, que plus personne n'ose citer parce qu'il il est devenu un peu un personnage un peu honteux. Je pense à Mao, qui disait « Camarade, la situation est complexe, il faut avoir de la complexité dans la tête ». Et je pense que c'est vraiment le cas aujourd'hui.
C'est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Il ne faut pas hésiter à aller dans les nuances. Il faut surtout savoir qu'on va entrer dans une période difficile. Rien n'est gagné, mais surtout, ne croyez pas que c'est perdu. Nous sommes là, comme une force inerte, mais nous sommes là. Et nous n'allons pas bouger. Et puis on verra. On verra ce qui se passerait aux élections israéliennes, on verra ce que deviendra la puissance américaine, et on verra jusqu'où ira la lâcheté silencieuse de beaucoup de nations qui se disent être des grandes nations. Voilà. Merci, Elias. Ton rôle était d'insister sur la gravité de la situation et sur les dangers qu'elle comporte. Donc le mien, par définition, juste, voilà, c'est plutôt d'attirer ton attention pour voir s'il n'y a pas un certain nombre quand même de points contradictoires avec cette situation. Et j'en cite vite, je ne rentre pas dedans. Ce matin, dans Haaretz, il y a un gros titre, ou hier, qui dit « Netanyahou cherche un arabe pour faire une photo avec lui ». Mais il n'en trouve pas. C'est-à-dire que, dit Haaretz, moi je ne sais pas avec qui il fera photo, mais par exemple, les Saoudiens ne veulent pas faire de photo. Ça, c'est intéressant, me semble-t-il. A fortiori, le roi Abdallah de Jordanie, qui lui a beaucoup à perdre à toute cette affaire. Deuxièmement, c'est vrai que en suivant la lâcheté, je ne vais pas plus loin parce que c'est filmé, d'Emmanuel Macron, parce que j'aurais ajouté un adjectif, les Européens se sont très vite dégonflés. Mais la première réaction de Josep Borrell, le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, le successeur de Federica Mogherini, était très bonne, la première réaction. Voilà. Et ça a frappé. Troisièmement, je cite, je ne rentre pas. Visiblement, contrairement à ce que Trump avait l'air de penser, s'il pense, ça n'a pas plu aux Juifs américains, cette affaire, dans leur grande majorité. Et ça a même donné un petit coup de pouce à Bernie Sanders, comme vous avez vu. Voilà. Quatrième élément, il paraît, c'est ce qui était écrit, que cette affaire était un cadeau électoral fait par Trump à Netanyahou. Sauf que, pas seulement du fait des pressions américaines, mais du fait de ses propres calculs, lui-même a renoncé à proposer l'annexion au gouvernement. C'est-à-dire comme si il y avait une certaine peur que cette affaire d'annexion accélère le mouvement dégagiste dont il pourrait être victime le 2 mars. Tu parles des droits civiques et d'une autre approche palestinienne, je veux dire, du problème. Moi, je connais moins bien que toi, mais enfin, j'ai été 3-4 fois par an là-bas. J'ai quand même été frappé que ça fait quelques années que la majorité, visiblement, en tout cas des jeunes, sont sur cette ligne-là. Les deux États, c'est un mirage. Nous, on veut le droit de vote. Voilà. Auquel cas, on arrive à une espèce de contradiction incroyable, c'est-à-dire, je répète toujours que le sionisme n'avait pas seulement pour but un État juif, mais un État juif à majorité juive. Il ne faut jamais oublier la deuxième partie. Or là, le rythme auquel les choses vont, on va aller vers un État qui ne sera plus vraiment juif et qui ne sera pas à majorité juive. Je rappelle qu'on est aujourd'hui moitié-moitié sur la terre de Palestine, proprement dit. Et dernier point, ce qui m'importe aussi, j'ai entendu dire beaucoup ces derniers jours que cette situation nouvelle, quand même, face au plan, avait des effets unificateurs entre le Fatah et le Hamas. Que quelque part, on était en train de penser à surmonter l'espèce de guerre civile rampante. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est quand même des points qui existent, quoi? C'est des points qui existent. C'est des points qui existent et j'adhère à beaucoup de ce que tu dis. Pour la question de la photo, elle est infiniment plus vicieuse et pernicieuse qu'on le croit. C'est pas qu'ils ne veulent pas venir, les Saoudiens. Ils disent on ne vient que si Abbas est dans la photo. Donc qu'Abbas soit le témoin du crime. Il y a peu de chance, visiblement. Le roi de Jordanie, également invité, a dit « Je ne viens que si les Palestiniens sont là. Nous sommes requis d'être les témoins d'une trahison pour dire, puisqu'ils sont là, personne n'a trahi. »
C'est ça que les Saoudiens ne disent pas non. Et ce que Netanyahou veut, c'est avec ou sans les Palestiniens. Et d'ailleurs, Netanyahou a déjà annoncé qu'il n'avait absolument aucune objection à ce que les Palestiniens soient présents dans la photo. Il est généreux. Voilà, tu vois. Pas de problème, venez. Donc, il y a un problème là. Pour la question du Hamas, du Fatah, il ne faut pas oublier, on ne se rend pas compte. Nous sommes arrivés à Madrid en 91. Nous sommes en 2020. Donc vous avez des gens qui avaient un jour, ce jour-là, qui ont aujourd'hui 30 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, ils sont probablement déjà pères de famille, avec des enfants qui sont à la fac, et ainsi de suite. Bon. Et toute cette catégorie, sans compter les autres, et ça s'applique, ce que je dis s'applique à tous, a vu que rien n'était arrivé. Donc il y a certainement un scepticisme, et je pense extrêmement justifié, vis-à-vis de cette idée, on va négocier, il y aura... Donc, il ne suffisait pas d'attendre une ignominie comme celle du plan de Trump pour savoir que la société, en tout cas, n'y croyait plus. Et il est passé de l'enthousiasme quand Madrid a été fait, je me souviens des scènes dans les rues, à une période de scepticisme et maintenant une période d'adversité absolue contre même l'idée même de négocier. Donc la question de la négociation est déjà elle-même très très complexe et elle ne pourrait avoir ou obtenir une adhésion de la société que si vraiment elle démarre de façon spectaculaire et très 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 différemment de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce dont je doute. Donc en tout cas la question est pas à l'ordre du jour. La deuxième chose par rapport au Hamas et au Fatah. Je crois que les deux formations sont exsangues. Les deux sont exsangues. Un, du point de vue de la crédibilité populaire, c'est fini. Même si les deux continuent à avoir le réseau. Vous savez, quand même, c'est un système d'allégeance. C'est pas des adhésions de type militant classique. Clientéliste, on dit. Oui, de l'allégeance. Et avec, bon, des intérêts, pas d'intérêts, de la protection, un échange de pouvoir. Mais il n'y a plus du tout de crédibilité. Mais il n'y a pas non plus une force émergente qui puisse dire, moi, je peux être une autre réponse. Et donc, ces deux mouvements continuent à avancer dans une espèce de dynamique vide. Mais ils sont seuls, solitaires. Et ces deux mouvements, quand ça se gâte beaucoup, comme les deux savent que si l'un coule complètement, l'autre coulera avec, ils se rapprochent. Dès que ça se détend, ça repart. Moi, personnellement, mais là, c'est peu mon avis, je doute très fort qu'il y ait une réconciliation, et c'est une catastrophe, parce que la société réclame une réconciliation. Donc voilà encore une des choses complexes, et je crois qu'on est d'accord sur ça. C'est vrai que les Américains se disent, après avoir fait ce film, finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on a lancée? Netanyahou commence à dire, bon, je pensais que, etc. Mais c'est encore plus inquiétant, parce que vous avez c'est pas juste un avis dans la rue qui dit, voilà, je vais faire une sorte de plan pour la paix, etc. Ce sont quand même deux puissances. Israël est la première puissance régionale aujourd'hui, et les autres sont les premières puissances mondiales, qui balancent des choses et réfléchissent une fois qu'ils ont balancé. Donc, ils peuvent faire beaucoup de dégâts aussi. Il faut intégrer tout ça dans les analyses. C'est vrai que les Européens ont reculé, mais c'est vrai aussi qu'à la seconde où Borrell a parlé, immédiatement, il y a eu la levée des boucliers. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, oubliez pour le moment le terme de pression, c'est menace. Il n'y a plus de pression, c'est des menaces. C'est des menaces, il n'y a pas de... Le résultat de tout cela, c'est que la région tout entière, si ça continue, avec ces deux apprentis sorciers, et si les autres savent travailler, et ils savent travailler, la région, y compris la Palestine,
va devenir un terrain de chasse russe et iranien. Nous ne nous faisons aucune illusion. Quand les Américains découvriront la merveille qu'ils ont réalisée, ils ne rectifieront pas. Ils penseront, est-ce qu'une guerre peut réparer les erreurs? C'est pour ça que c'est une période dangereuse. Pas seulement difficile, vraiment dangereuse. On a quand même été à 2 doigts d'une guerre, hein, il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas juste des élucubrations et des menaces sur le tweet. On a été à 2 doigts d'une guerre. Elle peut arriver, elle peut ne pas arriver. Je ne suis pas en train de faire du pronostic. Mais pour dire à quel point nous sommes entrés dans une période de très grande instabilité, avec pour moi, la contradiction, en tant que quelqu'un qui a milité toute sa vie pour ça, le fait que la victoire du droit de vote signifie l'effacement de la revendication de 60% de mon peuple est pour moi une tragédie sans nom. Sans nom. Tous ces sacrifices, bien sûr que le droit de vote est une victoire, et le reste. Donc vous voyez, c'est une situation très complexe. Il faut tenir. Et en tout cas, il y a une chose que vous savez tous. C'est très long. Mais la grande question, c'est, et que j'ai posée dans beaucoup de débats en province, arrêtez de me demander qu'est-ce qui se passe en Palestine. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là? Et ça, c'est formidable. Il y a quand même quelque chose là. Qu'est-ce qui fait que cette question continue à vous toucher, bien qu'elle n'aboutisse pas? Quand même, il y a de quoi se dire, bon, on n'en peut plus, ça fait 30, 40, 50 ans qu'on est à leur côté, ils n'arrivent à rien, mais on est là. Donc il doit y avoir autre chose. Et je pense que c'est ça qui doit faire tenir, pas simplement les études ou les analyses de conjoncture. Vous êtes là parce que vous n'aimez pas l'injustice. C'est aussi banal que cela. Et là, comme l'injustice continue, vous allez être là. Comme vous n'allez pas vous renier sur cela. Ça ne tient plus du tout. Ça ne tient plus du tout à la conjoncture palestinienne. Il y a autre chose. Parce qu'une relation est faite à 2. Il n'y a pas d'une part la Palestine, de d'autre part des gens qui se réunissent, qui écoutent, qui lisent, qui suivent. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va aller? Il doit y avoir quelque chose dans la relation. Et c'est pour ça que cette cause est formidable. Pour vous dire aussi que je viens de vous dire à quel point nous sommes inquiets, à quel point c'est difficile, mais en même temps, je ne suis pas désespéré, mais pas du tout. Parce que nous avons le sentiment aussi que nous ne sommes pas seuls. Quelle que soit la lâcheté du gouvernement, quelles que soient les tournures des discours moitié hypocrites, moitié tartuffes, nous savons que les sociétés savent. Et pendant ces 50 ans de lutte, c'est ça que nous avons gagné. Moi, je me souviens, je le disais avec Leïla, parce qu'on a longtemps travaillé ici en même temps, et c'est une amie depuis l'âge de 16 ans. Et je lui ai dit, ce qui est extraordinaire et qui fait qu'on continue, pas simplement parce que nous aussi on n'aime pas la justice, mais il fut un temps, des années, où quand j'arrivais dans une salle, je saluais la totalité du public. Et à un moment donné... Tu connaissais tout le monde. Oui. À un moment donné, je commençais à entrer dans des salles où je ne connaissais plus personne, et là je me suis dit, on est en train de gagner. Mais vraiment, on est en train de gagner. C'est-à-dire, on est en train d'aller dans le paysage des sociétés et non plus uniquement dans ce que nous portons. Donc voilà, ça va être difficile, mais ne vous en faites pas. On se retrouvera là pour dire que c'est bien. Voilà. C'est à vous, je rappelle la règle du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, donc il faut attendre d'avoir le micro en main. Merci beaucoup pour cet exposé qui se termine sur une lueur d'espoir.
Ce que je voudrais vous demander, parce qu'il n'y a rien à attendre de notre gouvernement, Macron est un homme sans éthique qui a reçu comme premier président étranger Trump et Netanyahou, donc il est clair qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du gouvernement. Mais en revanche, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin que venir vous écouter, essayer de diffuser ? Qu'est-ce qui est possible ? Merci. Il y a une scène qui m'a secoué. Jamais personne n'a douté de la sympathie de tous les gouvernements, tous confondus, des États-Unis pour Israël. Jusqu'à Trump. Aucun président américain n'a été au mur des lamentations. Pas parce qu'ils sont antisémites, pas parce qu'ils sont contre la religion juive, mais parce qu'ils savent tous, y compris ceux qui étaient les plus pro-israéliens, qu'aller faire ce geste était une façon d'entériner la légitimité de l'annexion de la ville tout entière. Je peux vous assurer, et ça c'est une information, qu'au consulat américain de Jérusalem, jamais un fonctionnaire du consulat n'a été autorisé par le département d'État à aller au mur. Et Dieu sait s'ils étaient pro-israéliens. Parce qu'ils savaient la symbolique de ce geste et que personne ne pourra camoufler en nous disant quand même on a visité une église et une mosquée, donc on aime les trois monothéismes, c'est de la blague. Alors la question qui se pose, pourquoi le président français a-t-il décidé de mettre ses pas dans les pas du président américain sur cette question ? C'était pour accompagner Habib Meyer. Mais oui, il était à côté. Ça c'est une question cruciale, je pense. C'est pas par hasard. Et peut-être que la scène à l'entrée de Sainte-Anne servait également à nous faire avaler la pilule. Je ne comprends pas qu'est-ce qui a fait que ce président court derrière Trump, contrairement à tout ce qui se raconte. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il a une poignée aussi ferme que celle de l'Américain, donc c'est de la blague. Donc il y a quelque chose de très profond qui est en train de se passer ici. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une adhésion idéologique ? Est-ce que c'est comme Trump, un calcul en disant, tout comme Trump, si je fais des cadeaux à Israël, moi peut-être je vais être réélu ? Peut-être les deux. En tout cas, il y a quelque chose de très très clair qui est là et qu'on sent dans toute la... Je sors de mon rôle là. En principe, je ne suis pas autorisé à parler de politique française, je vais le faire. Et donc, il y a quelque chose là de très inquiétant. On va voir, là encore, c'est des choses à suivre. Maintenant, que faire là ? Je pense qu'il faut continuer à se battre sur la question du droit. C'est fondamental. Vous savez, tu parlais tout à l'heure de Stéphane Hessel. Quand j'ai fait la connaissance de Stéphane Hessel, c'était Madeleine Rebériou, l'historienne, qui nous avait réunis. Et je l'avais trouvé d'une naïveté désespérante. Et il avait fait tout un discours sur le droit. Et je me disais, mon Dieu, on ne va jamais arriver avec... Et je lui ai avoué, après, quelques années plus tard, que c'est lui qui avait raison. Parce que nous n'avons pas d'autre arme que ces principes. Vous n'avez pas trois choses. Vous avez ou le rapport des forces brutes, donc celui qui a les divisions de chars dit ce qu'il veut, ou l'éthique. On n'a pas d'autre. Il faut continuer à fond à se battre sur ce plan. Bien sûr, il y a la vie quotidienne, il y a les violations quotidiennes, il y a ce qui se passe, la destruction de maisons, les prisonniers sans jugement, tout cela joue. Mais tout cela passe par le droit. Nous avons besoin... Je vais vous donner un exemple avec la délégation à l'UNESCO. J'ai accumulé pendant 16 ans des documents de vote sur la base du droit contre la politique israélienne. On s'est moqué de toutes nos délégations pendant 16 ans. C'est très long, 16 ans, vous savez. On disait, voilà, tu collectionnes des résolutions. Sauf qu'à un moment donné, et les Américains et les Israéliens ont dit, cette boîte est totalement
néfaste et hostile, on s'en va. Alors je négocie maintenant les résolutions sans eux. C'est une très petite victoire. Mais pour vous dire qu'il faut du temps, et il faut surtout continuer tout le temps sur le principe. Le reste, chacun invente son action, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Mais le fondement du droit, à mon avis, est vital, et plus que jamais. Une période où vous avez de grandes puissances qui disent, vous savez, ce plan loufoque, est le début de tentative de supprimer l'ONU. Ce n'est pas simplement une question palestinienne. Il n'y a plus de règles. Et vous savez, aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs membres du Conseil de sécurité de très grande puissance qui ne verraient pas de mauvais œil la disparition de l'ONU. Donc, il faut vraiment se battre à fond sur ce plan. Parce que nous n'avons pas d'autres bases de combat. Bien sûr, il y a la base de la résistance. Mais quelle est l'éthique des résistances? Quelle est l'éthique? La Convention de Genève, les droits de l'homme, le devoir de résister. Tout cela est dans ces textes. Donc je pense que c'est la seule chose qui nous reste, mais elle est énorme. Elle n'est pas... parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de rapport de force éternel. Ça n'existe pas. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais à un moment donné, vous êtes à table. Et là, c'est le droit qui va être... Voilà les règles du jeu. Que les Israéliens, d'ailleurs, n'aiment pas. Ils disent, et les Américains, ils ont utilisé, d'ailleurs, un concept qui s'appelle les termes de référence. Oubliez les références de l'ONU, oubliez le droit, inventez vos propres termes de référence. Mais moi, quand je suis face à une armée dotée de 230 têtes nucléaires, que je suis occupé, que j'ai 60% de mon peuple éparpillé, quel terme de référence? La mendicité? Ayez pitié de moi? Quel terme de référence? Parce que quand j'entre avec les arguments de droit, je n'ai pas d'arsenal nucléaire, je n'ai pas de division blindée, je suis à égalité dans la parole. C'est mon droit, c'est tout. Donc voilà, je pense ce qu'il faut faire. Mais sinon, vous allez inventer. Vous n'allez pas uniquement compter sur ça. D'autres questions là-bas? Oui, merci. Un point. Le plan Trump est ignoble. Enfin, on ne peut pas trouver des mots assez durs. Cela étant dit, et sans vouloir me faire l'avocat du diable, je voudrais relever 2 points. N'est-ce pas la première fois que l'Israël et les États-Unis reconnaissent aussi, disons, sans équivoque, le droit des Palestiniens à un État? Primo. Secondo, hier, au Conseil de sécurité, ils ont dit que c'était pas un plan fixé, c'était un sujet à négociation. Donc, basé sur cela, je risquais sans doute de passer pour plus naïve encore que Stéphane Hessel, mais si vous... Parce que j'ai vu hier un reste, malheureusement, je n'ai pas vu uniquement le titre parce que c'est payant, que le secrétaire général du PLO a dit que demain, nous allons lancer un plan qui est faisable, et donc je ne sais pas de quoi consiste ce plan. Mais si vous preniez ces 2 points de départ, donc la reconnaissance du droit à l'État, primo, et secondo, cette volonté de négocier, que vous dites, nous venons avec notre projet qui est basé sur le droit international. Et merci d'avoir réussi, d'être arrivé à la reconnaissance du fondement du droit international. Et je voudrais aussi noter que tout le temps, vous avez raison, il n'y a pas de position de l'Union européenne commune, mais la Suède a tout de même reconnu, elle a rompu avec le consensus européen, elle a reconnu l'État. Que faites-vous pour faire pression sur éventuellement l'Islande, je ne sais pas, n'importe quel pays, la Suisse, pour que quelques pays poussent à l'acte? Merci. Merci. Écoutez, pour commencer, c'est pas du tout la première fois qu'il parle d'un État. Tous ont dit, tous. Pardon, je peux vous remontrer les lettres. Attendez, écoutez-moi. Je peux vous remontrer les lettres que Bush père nous avait déjà envoyées où il parlait des 2 États. La question n'est pas, et ça c'est le piège, bien sûr,
dans ce qu'ils appelaient les lettres des insurance, d'assurance. Baker. La question n'est pas de prononcer les mots. C'est ça la blague. La question de qu'est-ce que vous mettez dans État. Et là, c'est rien, c'est une belle blague, c'est une cage. Et c'est pas une première du tout. Laissez-moi continuer, ça ne fait rien, écoutez-moi. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et ne vous, à mon avis, si je peux me permettre, ne tombez pas dans le piège de penser qu'il y a quelque chose à prendre dans ce texte, il n'y a rien à prendre. Ils le savent eux-mêmes. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'analystes israéliens le disent, ce texte a été écrit pour être refusé. Et il n'y a pas de reconnaissance. Maintenant, par rapport à l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a quelques pays, notamment la Suède, qui ont osé casser cette règle, soi-disant, de consensus. Ce qui nous préoccupe, c'est pas le fait qu'il pourrait peut-être y avoir, peut-être que l'Irlande maintenant va faire quelque chose, et ainsi de suite, mais le problème, c'est que tous ceux qui ne veulent pas reconnaître vont se cacher derrière cette règle de consensus. On reconnaît ou collectivement ou pas. Ça va être l'excuse facile, vous comprenez, et l'alibi, en fait, pour ne pas reconnaître. Il faut aussi que vous, pour le rapport à l'Europe, il faut que vous sachiez une chose qui est très importante. Finalement, tout se répercute. J'ai dit tout à l'heure à quel point ce qui se passait était dangereux pour l'ONU en tant que tel, pas pour la Palestine seulement. Ne sous-estimez pas aujourd'hui la ligne de comportement de la Grande-Bretagne maintenant qu'ils sont sortis de l'Europe. Les Anglais n'ont jamais à l'ONU pris une décision de vote qui allait à l'encontre des droits palestiniens. Ils n'ont jamais voté pour, mais ils n'ont jamais voté pour des résolutions israéliennes. Et disait-il, vu notre passé colonial, vu notre responsabilité très lourde en 1948, la moindre des choses serait de ne pas nous engager dans cette histoire. La Grande-Bretagne a été le principal vecteur de menaces dans les derniers épisodes au Conseil de sécurité pour vider le projet de résolution palestinien de tout ce qu'il contenait, avec à la clé, si vous persistez, il n'y aura pas seulement un veto américain, mais il y aura également un veto britannique. Il n'y a jamais eu de veto britannique. Donc il y a aujourd'hui au niveau européen, bien sûr, c'est par facilité et par manque de temps que j'ai parlé d'une entité européenne. Bien sûr qu'il y a des acteurs qui sortent des rangs. La Suède est un cas exemplaire, celui que vous avez donné, qui ont reconnu la pleine reconnaissance en plus. C'est une reconnaissance de l'État de Palestine, ce n'est pas une reconnaissance d'autorité nationale qui est, et ça il faut le rappeler, qui est une institution chargée de gérer une période transitoire. Au bout du compte, l'État doit se jouer au niveau de l'OLP, c'est-à-dire des 13 millions. Je reviens à la question de l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, donc voilà un peu la situation. Mais la question de... C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'a dit la déléguée américaine avant-hier. Partez de ce que nous proposons. Mais déjà, ce qu'ils proposent n'est pas du tout, ne peut pas être un point de départ. Bon. Alors, qu'est-ce qui est proposé ? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui ? Ce qui est proposé, et de façon détaillée, c'est de revenir à la table des négociations, sans tête-à-tête américain, mais sans... Les Américains peuvent être là, mais pas seuls. On ne travaille plus seul. Qu'il y ait d'autres puissances qui soient à la table, qu'on reparte des règles du droit international, celles qui jusqu'à présent, soi-disant, étaient en cours dans la négociation, et nous pourrions repartir, non pas de la proposition complètement biaisée que font les Américains aujourd'hui, mais nous pourrions repartir du dernier point auquel nous étions arrivés dans les négociations. C'est ça qui va être proposé. Mais j'ai de doutes, j'espère que ça marchera, mais j'ai de doutes que beaucoup de pays osent, dans cette situation, dire on vient, parce que ça va être immédiatement perçu comme étant une opposition directe à Trump. Et dans le rapport des forces, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Voilà. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui. Et encore une fois, c'est une bataille qui dépasse la Palestine. D'ailleurs, pour vous dire un peu à quel point c'est piégé, cette histoire, mais profitez-en, partez. Les Américains, 48 heures après l'annonce de leur plan, ont envoyé à plusieurs pays arabes
une note en disant si vous voulez commenter le plan de Trump, voici ce que nous vous conseillons. Et vous allez, je ne veux pas les nommer, mais vous retrouverez le texte textuel de la note américaine dans certains communiqués des États arabes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce que vous me disiez. Pourquoi? Puisqu'il y a eu une avancée, puisqu'on vous parle d'un État. Pourquoi vous ne partez pas de ce que Trump vous propose, quitte à le changer? Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, comme il commence à réaliser que ça ne marche pas, la déléguée américaine avant-hier a dit « Mais pourquoi vous êtes si fâchés? Vous savez, il va y avoir des amendements au plan de Trump. » Donc eux-mêmes commencent à voir que ça ne marche pas, ça ne prend pas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'autres questions? Il y avait ici Gérard, et un jeune homme là-bas. Une question, elle concerne donc, vous avez donc parlé de la solution à un État, puis la solution à deux États. Dans le cadre de la solution à un État, vous avez entre autres cité la tragédie des 60% des Palestiniens à l'extérieur. Alors ma question est, qu'en est-il de la solution à deux États concernant ce point-là? S'il y avait deux États, on est en train de faire du scénario. Personne n'empêcherait un État souverain palestinien de dire à ses citoyens qui sont à l'étranger, vous pouvez rentrer, vous êtes chez vous. Donc la question du retour serait également, pas de façon idéale, mais serait également abordée et trouverait une satisfaction. Vous avez le droit de vote. Vous avez le droit de vote, vous entrez. Or, dans l'idée maintenant d'un seul État, il n'y aura pas de retour. Ceux qui se battront pour avoir le droit de vote, on leur dira, c'est miraculeux, on vous a laissé le droit de vote, vous n'allez pas en plus venir maintenant nous submerger avec tous ces gens qui vont débarquer. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la formule des deux États est totalement morte? Je pense qu'elle est à l'agonie. Mais on a vu des agonies ressuscitées. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire ce que j'espère. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand vous parlez des deux États, vous suscitez des fous rires. Concrètement, ça n'est plus jouable. Mais voilà, longtemps on s'est dit, voilà, on va rester, ils vont être obligés de nous donner le droit de vote, etc. Mais on n'a pas réfléchi aux conséquences de cette victoire. Il y a tout le temps de la contradiction, mais c'est comme ça, je veux dire. Voilà. Victoire très éventuelle, parce que, à ma connaissance, en Israël, il y a un seul homme de droite, j'entends, qui parle de droit de vote, c'est le président de l'État, Reuven Rivlin, qui dit tout le monde doit avoir le droit de vote s'il y a annexion. Mais c'est le seul. Aucun autre dirigeant de la droite et de l'extrême droite n'envisage que les annexés aient le droit de vote. Le jeune homme, voilà, là. Bonjour. Pensez-vous que la Palestine pourrait proposer un plan de paix comme les États-Unis et l'Israël l'ont proposé, avec le soutien des pays arabes? Vous savez, je vais vous répondre et vous allez penser que c'est une pirouette, mais ce n'en est pas une. Moi, je me suis engagé en 67, à l'époque où il y avait cette chose formidable qui s'appelait la résistance palestinienne, et où, dans ma génération, on a rejoint cette résistance-là. Rien que pendant ces 50 ans, j'ai assisté et entendu une centaine de nécrologies, d'annonces de décès. Est-ce que vous croyez que vous allez? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes réaliste en pensant que, etc. Vous allez disparaître? On est là. Les annonces nécrologiques, on en a reçu beaucoup. Maintenant, si vous voulez me dire, et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de me dire, il ne faut pas que vous comptiez sur les Arabes. Avec les Arabes, vous êtes fichus. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Le gros problème, c'est que vous mettez tous les Arabes dans le même sac et vous mettez même tous les États dans le même sac. C'est infiniment plus compliqué. Je vais vous donner deux exemples. L'Algérie a toujours été à fond avec les Palestiniens, y compris quand ce qui est extraordinaire d'ailleurs, surtout quand ils ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. Mais la Palestine. L'Égypte
a été parfois en accord, parfois en désaccord, mais l'Égypte n'a jamais eu peur de la montée en puissance du mouvement palestinien parce qu'il a considéré que, vu la puissance pharaonique, impériale et le poids, la pesanteur égyptienne, nous n'étions qu'une annexe. La Jordanie a eu des moments de panique en disant, et déjà qu'ils sont 60% de notre population, le pays va disparaître. Les Syriens ont été les plus ouverts, je parle des régimes, hein, mais quand je dis maintenant l'Égypte, je ne parle pas des gens, ont été les plus ouverts. C'est le seul pays qui a accordé tous les droits aux réfugiés, sauf la nationalité. Dans l'armée syrienne, vous aviez des généraux de brigade qui étaient palestiniens. Tout a été ouvert. Mais... Ils ont pas mal massacré. Avant. Mais je vais te dire pourquoi ils ont massacré. Mais il y avait une condition pour ça. Vous êtes un outil. La carte palestinienne est aux mains de la présidence syrienne. N'avait pas d'autonomie. Arafat a été persécuté par Assad parce qu'Arafat avait inventé cette histoire de l'autonomie de la décision palestinienne en disant « personne ne parle à ma place ». Bon. L'Irak était le Golfe, avant qu'il y ait 73, la grande puissance avec la montée, un peu le poids du pétrole, ils étaient à fond pour. Ce que je veux vous dire, c'est que Nasser, c'est pas Moubarak. Moubarak, c'est pas Sadat. Donc, si vous voulez répondre à votre question, vous posez la question du quand quelle période? L'Algérie de Ben Bella, la Jordanie du roi Hussein, parce que ça entre en jeu. Deuxièmement, quelle est la distance par rapport à la Palestine? C'est-à-dire, quelles sont les situations géographiques dans lesquelles l'émergence palestinienne devient un facteur de peur pour les régimes. Les Algériens ne pouvaient pas avoir peur de monter en puissance militaire de la résistance palestinienne. Qu'est-ce qui allait ébranler l'Algérie? Les Libanais ont eu la panique de leur vie en disant ils arrivent, ils sont très tous à majorité musulmans, ça va perturber tout le contrat social du pays. Donc on va peut-être perdre la présidence maronite de la République. Donc entrez dans le détail, c'est ça que je vous dis sans vous donner de leçons. Et de grâce, arrêtez de mettre 400 millions d'Arabes dans un seul sac. On est quand même beaucoup plus variés et beaucoup plus indépendants dans nos têtes. Au moins ça, vu ce que nous vivons aujourd'hui. C'était juste pour rappeler que jamais les Israéliens, depuis qu'ils annexent, ne donnent le droit de vote aux populations. C'est-à-dire que ce soit le Golan ou que ce soit Jérusalem, ils annexent unilatéralement, mais ils ne donnent surtout pas un droit civique quelconque à la population en question. Oui, mais il y a quand même plus d'1 million, notamment en Galilée, qui votent et qui ont maintenant 17 députés, ou 13, pardon. Mais les derniers, depuis 1967, ça a été arraché. Jamais ça n'a existé. Non, la question que je veux vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que l'autorité palestinienne, dans les mois et les années qui viennent, peut faire pour protéger un petit peu la population des territoires palestiniens occupés? En quoi l'autorité palestinienne a-t-elle des moyens de permettre à cette population de vivre, de se défendre, de scolariser ses enfants, de se soigner, tout ça? J'ai encore une réponse un peu contradictoire en vertu des visites que moi aussi je fais, enfin des contacts. C'est très très étrange et l'occupant a réussi cela. Il est né dans certaines régions citadines. Je vous dirai 2 mots des campagnes après. Une illusion créée par l'occupant de bulles dans lesquelles il y avait une normalité et qui fait que les gens disent on travaille, nos sociétés fonctionnent, on fait de la pub, on fait de la musique, on fait des films. Par exemple, c'est un pays occupé. Je me souviens une fois, j'étais arrivé à Ramallah, il me disait c'est formidable, tu sais, tu n'imagines pas ce que c'est devenu. J'ai dit qu'est-ce qui est devenu? Il me dit il y a maintenant des restaurants Tex-Mex. Non, mais ça en dit long. Donc il y a un phénomène de bulle dans les zones citadines. Hébron a maintenant 1 million d'habitants. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Bon. À Hébron, le nombre de projets, de stades,
de commerce avec la Chine. Donc, ça n'est pas vrai. Ce que vous décrivez, et ça, c'est une perte, et l'autorité n'est pas en train de faire grand-chose, c'est le monde rural palestinien qui est en train de disparaître. Les villages sont isolés, encerclés par les colonies, soumis souvent à des sorties de colons qui dévastent les cultures, arrachent les arbres, etc. Et ce qui est terrible, c'est pas seulement l'autorité, hein, c'est pas une excuse pour l'autorité. Moi, je suis effaré par le fait que même dans la société urbaine, quand je parle avec des amis de cette histoire des campagnes, ils tombent des nues, comme s'ils avaient oublié qu'ils avaient des zones rurales. Donc, pour vous dire, il y a l'autorité, bon, bien sûr, tout ce que vous ferez comme critique, je marche. Mais il y a en plus, il y a en plus un point que l'occupant a réussi à faire. Il y a un point que l'occupant a réussi à faire, à savoir créer des bulles dans les zones citadines. Et un semblant de bien-être et d'auto-aveuglement un peu. Donc, vous seriez étonné, mais tu y vas souvent, tu vois. On tombe sur du désespoir et des gens très bizarrement détendus. C'est très, très étrange. Mais encore une fois, c'est la complexité des situations. Cela dit, c'est vrai que le monde rural est en train de... J'étais à Jérusalem-Est il y a quelque temps, et il y avait un jeune homme qui travaille un peu au noir comme taxi. Donc je tournais un peu avec lui. Son père est un vendeur de fruits et légumes. Il a un étalage sublime. C'est pas bon du tout parce que c'est que des fruits gorgés d'eau. Ils n'ont pas aucun goût. Mais bref, très joli, à l'américaine. Et je dis au père, dis-moi dans tous ces légumes, fruits, etc., qu'est-ce qui est cultivé par des paysans palestiniens? Il m'a dit rien du tout. Je lui ai dit, comment cela, rien du tout? Il m'a dit, tu ne comprends pas, nous n'avons pas d'eau. C'est-à-dire, même quand nous pouvons faire, nous avons les moyens, nous sommes dans des villages, nous pouvons faire un travail de paysans, nous n'avons pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Toute l'eau est volée. Donc, ça en dit long sur l'état des campagnes. Ça en dit long. En même temps, vous avez des gens, vous dites, c'est formidable, regarde maintenant. Mais c'est vrai, c'est objectivement vrai. La bière qui est faite près de Ramallah est très bonne. C'est vrai, elle est très bonne. Mais bon. C'est comme ça. C'est tout le temps du contradictoire. Pardon. Juste un mot de plus sur l'autorité, parce qu'on ne peut pas te laisser quitte complètement de ce que tu as dit. Moi, je suis frappé aussi que quand on va là-bas, la critique de l'autorité, c'est le sport national. C'est-à-dire tout le monde... Bon, j'ai souvent, de manière légitime, hein, évidemment. Mais moi, j'ai été frappé dans les derniers mois par la tenue de Abbas et de l'autorité face au plan Trump. J'ai trouvé qu'il y avait une dignité et une clarté. C'est pour ça que moi, je ne m'attends pas trop, enfin peut-être je me trompe, à voir Abbas à la photo, hein, dont tu parlais tout à l'heure, la photo avec Netanyahou. Parce que je l'ai entendu 3 fois, 10 fois, 20 fois dire « je ne serai pas le traître ». Absolument. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut au moins lui donner quitus de ça, quoi. Plus que quitte, qu'on me comprenne bien. Qu'on me comprenne bien. C'est une autorité qui gère très mal. Mais ce n'est pas une autorité de traître. C'est un peu compliqué. Hein. Ce n'est pas des collaborateurs. Mais c'est vrai que sur le plan national, il y a une fermeté. Bon. Cela dit, probablement qu'il y a quelques traîtres dans le coup, mais bon, ils ne se sont pas encore annoncés. Mais de façon générale, il n'y a pas de trahison. Ce n'est pas des collaborateurs, mais c'est un... Vous savez, il y a eu une évolution dans la société palestinienne qui fait que les institutions, ce que nous n'avions pas dans l'exil, commencent à beaucoup ressembler à des institutions des États arabes, avec les mêmes maladies. Israël aussi, d'ailleurs. J'ai dit une fois à un ambassadeur israélien, tu dois être content, vous êtes voleur, inculte, etc. Vous commencez à vraiment vous intégrer dans la région. Ça y est. Je vois, comment il s'appelait, le Tunisien, là, qui était à un moment ambassadeur à Paris, ça ne l'a pas plu du tout. Bref, et donc, c'est vrai, tout cela, c'est vrai.
Hein? Oui, Nassim Zvili. Quand j'ai dit vous avez gagné, vous êtes intégré, il était content. J'ai dit je vais t'expliquer comment vous êtes intégré là. Mais en tout cas, et c'est vrai que cette autorité n'est pas en train de bien gérer. Mais c'est vrai également, et moi Abbas me l'a dit 10 fois en tête à tête, je ne mourrai pas en traître. Cela dit, moi la seule chose que je pose, et j'ai aucun doute, moi je connais très bien l'OPEX d'homme. J'aime pas beaucoup l'entourage, hein, ils le savent. Je ne sais pas quelles sont aujourd'hui les menaces qui sont exercées. Honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait à un moment le casser? Et j'ai très très peur des intermédiaires arabes. J'ai très très peur des États arabes qui tiennent à tout prix. Ah, écoute, il faut que tu viennes, tu vas voir, on va... J'ai très très peur, parce qu'ils ont besoin d'un témoin de la trahison. Il en est très conscient. Mais c'est aussi un rapport de force, c'est pas seulement une question d'analyse, malheureusement. C'est tout, mais sinon on est absolument d'accord. Ils n'ont qu'à inviter Dakhlan. Hein? Ils n'ont qu'à inviter Dakhlan. D'autres questions? Il y avait Gérard depuis tout à l'heure, non? Gérard attend depuis très longtemps. Hein. Ah, désolé. Juste un petit mot. En fait, c'est pas une question, mais c'est un message de soutien de la part de Tunisiennes. On est venu, en fait, effectivement, pour vous dire que la Palestine, elle est vraiment au cœur de la cause tunisienne. Donc, on a porté le drapeau palestinien pendant la Révolution. On a aussi appelé à la libération de la Palestine comme la libération de la Tunisie de la dictature. Notre président, vous l'avez bien cité, le président du Parlement aussi, il a dit que dernièrement que la Palestine n'est pas à vendre et que Safrat al-Qarn, c'est Safrat man la yamlik liman la yastahiq. Donc c'est donné à celui qui n'est pas propriétaire de la terre. Donnez-lui la terre, donnez à quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc en fait, c'était pour vous dire que on est vraiment. J'étais contente lorsque vous avez dit que notre soutien ou le soutien des peuples, la présence ici, c'est ça, ça fait votre force et on est là pour ça. Je voulais aussi dire que le limogeage qu'il y a eu de notre représentant à l'ONU, il a suscité beaucoup de colère. Donc on a eu beaucoup de plateaux de télévision et beaucoup d'émissions de radio pour interroger le président. Et la présidence était obligée de faire un communiqué pour dire non, c'était juste pour une faute professionnelle et ce n'est pas pour la résolution de l'ONU. Donc en fait, voilà. Vous savez, malheureusement, quand on est coincé parfois, vous savez, les Palestiniens, après avoir retiré leur projet de résolution à l'ONU, on dit en fait, on ne l'a pas retiré, mais il fallait l'améliorer encore un peu. Et c'est le même. Mais je voudrais juste dire une chose qui est bouleversante. Vous savez, on a eu une phase de comportement extrêmement condamnable avec le Koweït. Quand Saddam Hussein est entré à Koweït, on n'a pas eu le rôle et joué la partition qu'il fallait. Les Koweïtiens sont, contrairement à beaucoup d'autres États du Golfe où on n'a pas eu de problème direct, sont habilités à nous en vouloir beaucoup avec ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé la réaction du président du Parlement koweïtien concernant le plan Trump. Je ne sais pas si vous avez vu, et Dieu sait s'ils sont tenus, eux, sur le plan économique. Vous savez, les Américains tiennent quasiment toutes les filières énergétiques. Quand vous avez le président d'un Parlement qui prend à la main les 120 pages d'ailleurs, j'ai reconnu la couverture, la déchire et dit la place de ce plan est dans une poubelle et la balance en direct à la télé à la poubelle, ça, le Koweït, avec tout ce qui s'était passé entre nous, a été admirable. Et ça, c'est une histoire pour le jeune homme de l'épisode koweïtien. Ça, n'oubliez pas ça. Ça, c'est une chose très, très importante qui dit la réalité de la relation. Et sachez qu'on est chez nous partout dans le monde arabe. Tout comme, j'espère, dans une Palestine indépendante, tous les Arabes seront chez eux quand ils viendront. C'est une chose que personne n'arrivera à dissoudre. Elle est là, quelles que soient les périodes et quels que soient les régimes. Donc, on est là. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles, mais la solidarité arabe est là. Et nous savons qu'aujourd'hui, ceux qui ont besoin de notre solidarité, pas l'inverse.
parce que les massacres sont chez eux aujourd'hui, pas chez nous. Oui, Gérard. Merci Elias de tous tes témoignages. J'aurais énormément de choses à discuter. J'ai été content de t'entendre évoquer 91 parce que il se trouve que c'est le moment où un certain nombre de personnes qui sont ici ont pris conscience de la gravité de ce que cette première guerre du Golfe dans laquelle la France s'était engagée signifiait pour le peuple palestinien. Et c'est à ce moment-là que nous avons créé un collectif interuniversitaire pour la coopération avec les universités palestiniennes. Nous avons immédiatement réuni à la Sorbonne en 92. C'est des choses qui deviennent impossibles aujourd'hui, tristement. On a, dans un amphithéâtre de la Sorbonne, en 92, sous une grande banderole, droit des Palestiniens à l'enseignement. Je crois que tu y étais, Elias, je ne me souviens plus. Je me souviens très bien aussi d'un dîner chez vous avec Stéphane Hessel. Oui, c'est un bon souvenir aussi personnel. Écoute, mais à ce moment-là, je me rappelle les résolutions, parce que j'ai contribué à leur... Ces résolutions que nous les citons sans arrêt, encore maintenant, parce que dès ce moment-là, 92, on vous disait, mais les choses sont très simples, il faut quand même que la France cesse immédiatement sa coopération dans tous les domaines avec l'État hébreu, puisque l'État hébreu viole résolument les conventions de Genève. C'était très simple, très simple. Et ça reste aujourd'hui, à mon sens, quand même très simple. Et on a trop traîné, excuse-moi, mais je crois que dans nos associations, on a trop traîné en ne revendiquant pas sans arrêt que la France reconnaisse l'État palestinien. On a manifesté devant le Quai d'Orsay je ne sais combien de fois, et à ce moment-là, à chaque fois, les diplomates du Quai d'Orsay nous disaient « mais on voudrait bien reconnaître un État palestinien, mais dans quelles frontières ? Tant qu'il y aura une incertitude sur les frontières. » Or, à ce moment-là, on pouvait leur répondre immédiatement, mais les frontières, elles sont reconnues internationalement. La ligne d'armistice de 48, qui est devenue la ligne de cessez-le-feu jusqu'en 67. Bon. Donc, premièrement, peut-être qu'il faudrait qu'on relance fortement ces manifestations devant le Quai d'Orsay pour rappeler au gouvernement français une absence d'intervention qui était vraiment à sa portée. Deuxième question, très simplement, que penses-tu d'un appel à l'Assemblée générale des Nations unies? Parce que je me souviens que Monique Chemillé-Gendreau avait dit à ce moment, il y a longtemps, que l'Assemblée générale des Nations unies, qui avait pris des positions au moment de la guerre de Corée dans les années 50, pouvait éventuellement être réunie. Et à ce moment-là, sur les 195 États de la nation, on aurait sans doute probablement 150 qui auraient pu voter. Je pense que c'est une très très bonne idée. Il faut jouer toutes les cartes. Et celle-là n'est pas une carte mineure. Donc bien sûr qu'il faut le faire. Mais ça dépend des militants. Bon. Dernière question. Allons-y. Bonjour et merci beaucoup de votre exposé réconfortant malgré tout. Moi, je voudrais parler d'une question sur le rapport des présidents des États-Unis à Israël. Et je me demande si le rapport de Trump à Israël ne consiste pas simplement à pousser jusqu'à la caricature le raisonnement qui est commun à tout le monde politique américain et qui est basé sur un raisonnement que j'appellerais statistico-pragmatique. À savoir qu'ils savent tous qu'au cours des 50 dernières années, les deux seuls présidents des États-Unis qui ont essayé d'exercer réellement une pression sur Israël, à savoir Jimmy Carter avec Cyrus Vance, et puis George Bush père avec James Baker, sont aussi les deux seuls présidents qui n'ont pas réussi à obtenir un deuxième mandat. Tous les autres ont fait leur 8 années, de Reagan à Obama, parce qu'ils ont pris la précaution de ne pas aller sur ce genre-là. Donc ce raisonnement risque de se poursuivre dans les prochaines élections, et il est tellement ancré que le patron de l'American Enterprise Institute, qui est un think tank conservateur, a surnommé Israël le troisième rail du métro. Parce que dans le métro new-yorkais, il y a les deux rails sur lesquels il y a les roues, et il y a le rail central où il y a 3000 volts d'électricité. C'était la dernière question et voilà la dernière réponse pour aujourd'hui. La relation des États-Unis, pas seulement des présidents des États-Unis à Israël, est une relation d'effet de miroir.
Bien sûr qu'il y a les lobbies, bien sûr qu'il y a les calculs stratégiques, bien sûr qu'il y a le pillage économique, bien sûr qu'il y a le besoin d'une puissance impériale. Mais il y a quelque chose de très très profond. Ces deux pays sont nés de la même façon. Et il y a le sentiment que le seul effet de miroir réel qui dit à l'Amérique du Nord combien elle est légitime, c'est la façon dont Israël est né et vice-versa. Les deux sont nés sur une colonisation de remplacement du peuple et non pas de domination des peuples autochtones. Le vide, les deux ont fait du vide. Quand même, il y a une chose fabuleuse dans l'histoire américaine. Ils arrivent, il y a 400 nations indiennes, de quoi exploiter à fond. Ils les déciment et font venir des esclaves noirs pour la main-d'œuvre. Il y a quand même quelque chose là. Quand les Belges arrivent au Congo, ils ne vident pas le Congo, ils l'exploitent. Il y a quelque chose ou les Anglais en Inde, ainsi de suite. Donc il y a un phénomène de reconnaissance. Et ces deux pays pensent chacun qu'il a une quintessence du bien, qui a un côté de mission divine, intégriste, profondément intégriste. Sauf que je pense que Trump ne ressemble pas du tout à ça. Je pense que Trump a une relation affairiste. Il n'y a pas de relation de miroir. C'est pour ça que Trump pourrait à un moment trahir. C'est pour ça qu'à un moment Trump pourrait lâcher si, en question d'intérêt, il ne trouve plus ses comptes. Et c'est une différence avec tous ceux qui l'ont précédé. Et ça se voit. Là, c'est un calcul, le plan. Moi, je vais être réélu, je fais un cadeau à Israël, Netanyahou sera réélu parce que je lui fais un cadeau. Vous voyez, donc il y a cela aujourd'hui qui est très nouveau et nous ne sommes pas habitués à ça. Mais il y a une forme de reconnaissance qui est plus forte que tous les lobbies, que toutes les pressions, que tous les groupes électoraux. Tout ça existe. Mais la légitimité, quintessence du bien des États-Unis réside dans le fait qu'Israël est né exactement comme eux. Et Israël est né comme la réponse à la barbarie nazie. Donc Israël est un bien absolu. Ça, c'est une chose très profonde, inconsciente. Il y a une reconnaissance. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il n'arrive pas à nous voir dans le miroir, à nous. On ne ressemble pas du tout. Il y a quelque chose de vraiment de profond dans cette relation. Mais bon, en politique, il n'y a pas que de la psychologie. Bon. Mais c'est un phénomène qui est très très lourd, qui pèse. Voilà. Merci beaucoup à Elias.